Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 83 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est clémentinesarlat.com. L'accouchement reste, malheureusement, un champ peu exploré par les différents mouvements féministes. Pourtant, c'est un événement qui reste entouré d'une grande dose de patriarcat, même en 2021. Marie-Hélène Laë est juriste, féministe et autrice du blog Marie accouche là. Depuis sa création, elle s'aventure dans l'univers épineux qui entoure l'accouchement pour dénoncer les abus de traitement réservés aux femmes. Pour être honnête, je suis très fière de la recevoir dans ce podcast et dans la foulée de son blog, elle a écrit un livre magistral que toutes les personnes qui côtoient de près ou de loin l'univers de la grossesse devraient lire. Accouchement, les femmes méritent mieux. Le titre du livre est explicite et percutant et malheureusement encore trop d'actualité. Dans cet épisode, Marie-Hélène remet le consentement à sa juste place, c'est-à-dire dans les mains des femmes et non des soignants-soignantes. Elle décortique les droits fondamentaux qu'ont les parturientes, elle réexplique la loi Kouchner, l'arrêt Perruche, elle y parle de péridurale et de féminisme, toujours étayé de faits, de recherches scientifiques et d'histoire de la naissance. C'est véritablement passionnant. Et avant de lancer cet épisode, j'aimerais rappeler des chiffres, parce que les chiffres ont toujours raison. En France, 8,4 femmes meurent chaque année pour 100 000 naissances, malgré des interventions à outrance parfois de la part du personnel médical dans les maternités. Aux Pays-Bas, où près de 20% des femmes accouchent à la maison, la mortalité est de 4,9 femmes pour 100 000 habitants, soit quasiment la moitié moins. Il est grand temps que les pouvoirs publics se réveillent et réalisent l'immense gâchis que peuvent provoquer les violences obstétricales. Pour rappel, vous pouvez toujours signer la pétition que nous avons lancée avec Anna Roy qui s'intitule « Une femme, une sage-femme » pour qu'un jour, cet épisode ne fasse plus sens. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup vraiment de m'accorder cette interview. Je suis très fière de vous recevoir dans le podcast. Je suis vraiment honorée même que vous ayez accepté parce que j'admire votre travail, la force que vous imitez, la bienveillance envers les femmes et mine de rien, c'est courageux de mettre un coup de pied dans le patriarcat autour de l'accouchement. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, je demande toujours à mes invités, enfin en tout cas quasiment, ce que l'arrivée de leur enfant a pu faire dans leur vie. Est-ce que ça a été un chamboulement? Est-ce que ça a été une matrescence? Est-ce que quand vous êtes devenue mère, ça a changé quelque chose à votre vie? Ah totalement, en tout cas dans le domaine de l'accouchement, forcément, c'était une révélation parce que jusque-là, donc mon fils est né en 2012. Jusque-là, j'étais pas spécialement intéressée par la question. Moi, j'étais une femme, on va dire, battantes, comme on peut se la faire représenter, qui ont leur carrière professionnelle et ma vision de l'accouchement, c'était: «Ah je veux surtout rien sentir, qu'on m'enlève ce bébé et voilà, c'est fait quoi, comme une lettre à la poste». Et il se fait que par tout un hasard de circonstances, j'ai été amenée à me questionner de façon radicale sur ma perception de l'accouchement. Donc moi jusque-là, j'étais convaincue que j'allais accoucher avec une péridurale, à l'hôpital évidemment, parce que c'était comme ça et que c'était ça la modernité et que c'était ça que les femmes souhaitaient.
Et puis, par un hasard de circonstances, je suis arrivée chez des sages-femmes qui prônent la naissance respectée et qui m'ont amenée à me questionner, mais de façon radicale en très peu de temps. Donc c'était aussi une espèce de défi d'arriver à intégrer d'un seul coup tellement d'informations, tellement de questionnements sur ce que la société envoie comme message aux femmes, et avec le sentiment qu'on m'avait menti depuis 2000 ans, quoi. Donc c'était un petit peu ce sentiment-là qui présidait pendant la deuxième partie de ma grossesse. Et in fine, j'ai accouché de façon respectée dans ce qu'on appelle un plateau technique dans un hôpital, avec juste ma sage-femme à moi, donc vraiment une espèce d'endroit, c'est un plateau technique, une salle nature, hein, comme on dit là, avec des ballons, des endroits très, très cosy. Et c'est là où j'ai vraiment senti parce que c'était cette puissance de l'enfantement, c'était cette puissance qu'on avait en soi, et pour moi, j'ai pas vraiment ressenti de la douleur, enfin rien d'insurmontable, mais pour moi, c'était vraiment de la puissance, quoi. C'est la puissance du corps qui était en œuvre, et j'étais dans ma bulle, et c'était vraiment un moment extraordinaire. Et c'est là où j'ai pris conscience de ce que ça devait être, ce moment de puissance, ce moment où on est hyper sensible quand on vit cet événement-là à tout niveau. Qu'est-ce que ça devait être quand on avait un médecin qui nous disait comment il fallait respirer, comment il fallait pousser, qu'il nous faut des piqûres en même temps, enfin tout ce truc qui se passe quand on a un accouchement médicalisé. Et donc sortie de là, moi ça m'a vraiment questionnée sur cet aspect de cette forme de contrainte qu'on impose aux femmes avec un discours. C'était surtout le discours et les pratiques qui découlent de ce discours de peur, de douleur, le tu enfanteras dans la douleur, on risque de mourir. Enfin, ce discours, oui, qui finalement soumet les femmes in fine, à des gestes médicaux et à des violences, simplement en agitant le mouchoir de la peur. Et puis, bon, moi, le cœur de mon métier, c'est faire de la politique, et donc j'étais assez vite amenée à me questionner sur le sujet d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, et voir comment je pouvais bouger sur la question, et par ailleurs féministe, puisque je suis féministe depuis très longtemps. Et là, en 2012, je me suis rendue, donc c'était pour un peu plus tard, quand mon fils avait presque 1 an, que je me suis vraiment, j'étais vraiment interpellée par le fait que, grosso modo, les féministes n'ont rien dit sur la question, et qu'une piste était peut-être d'ouvrir un blog juste. Au départ, moi, je pensais que ça allait être un petit blog tout à fait confidentiel sur un micro-sujet, voilà, moi qui réfléchissais à comment on pourra développer une pensée féministe autour de l'accouchement. Et puis, ces billets de blog ont été, dès les premiers, hein, partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux, avec plein de témoignages de femmes qui arrivaient, enfin, jusque-là, moi, je pensais que le fond du problème, c'était une sorte d'inconfort, hein, comme je disais, le fait de devoir accoucher en vivant ce paroxysme sensitif, émotionnel, et donc moi, je pensais que c'était juste une question d'inconfort des femmes, voilà, à cause des contraintes hospitalières. Mais en réalité, moi, j'ai reçu énormément de témoignages qui étaient simplement des scènes de torture, où on parlait de césarienne à vif, de révision utérine à vif, d'une succession d'insultes, de maltraitances, enfin des trucs. Je me suis dit, mais comment est-ce possible d'aller bousiller un moment si beau des femmes, que les femmes peuvent vivre de façon peut-être une fois, 2 fois dans leur vie? Pourquoi on s'obstine à détruire ce moment si extraordinaire des femmes par ces gestes-là, par de l'ignorance, par voilà, une forme de sadisme, peut-être même une forme d'appropriation voilà, les femmes qui disaient on m'a volé mon accouchement, mais c'est vraiment ça, une forme de vol de ce moment si important, si essentiel, et qu'on ne vit pas si souvent que ça. Alors, vous êtes juriste, autrice. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur la situation en France? Parce que dans le livre génial que vous avez écrit, qui s'appelle Les femmes, accouchement, les femmes méritent mieux, pourquoi est-ce que vous êtes focalisé sur notre pays? Puisque vous êtes belge, je Oui, précise. en fait, de nouveau, moi, je pensais ouvrir mon blog, et donc je me dis, où est-ce que j'ai un espace blog? Moi, j'étais abonnée au Monde, et le Monde offre un espace blog, et donc j'ai pris cet espace-là qui était là, tout simplement, bêtement. Et bon, il se fait que mon compagnon est français, mes enfants ont les 2 nationalités, on vit entre la France et la Belgique. Et par ailleurs, j'étais déjà à ce moment-là en contact avec toute une série de féministes françaises, comme Valérie Rey-Robert, qui était quelqu'un que je connaissais, une féministe que je connaissais depuis très très longtemps, et avec qui j'ai vraiment construit, enfin on s'est vraiment, je pense, construit mutuellement
notre vision féministe. Et puis pour une autre raison très pratico-pratique, de nouveau, c'est de nouveau bêtement parce qu'en France, il y a des données qu'il n'y a pas en Belgique, il y a voilà, simplement des données scientifiques qui sont plutôt internationales. Et donc là, c'était plutôt le côté international qui m'intéressait pour aller chercher des données scientifiques. Et par ailleurs, il y a des données historiques, il y a des historiens, des historiennes de la naissance en France qu'il n'y a pas en Belgique. Donc, quand il fallait aller chercher des données sur la natalité, sur la mortalité au XVIIIe siècle ou que sais-je, ben, les données existaient en France et n'existaient pas en Belgique. Voilà, et la loi française est disponible sur Internet, la loi belge aussi. Enfin, et donc, au départ, c'était pas voulu de le faire en France. Et moi, je m'étais même pas dit que j'allais mettre en avant le côté belge ou français du blog. Pour moi, les problèmes étaient similaires des deux côtés. Je m'étais même pas posé la question. Mais il se fait que très vite, du fait que j'avais mon blog sur Le Monde, on a cru que j'étais française. Et puis voilà, en fait, non. Mais enfin, voilà, le dire clairement. Et les problèmes sont les mêmes des deux côtés de la frontière. Donc, c'est vraiment des nuances entre les deux. C'est pas du tout une différence. Et ce qui est aussi intéressant, c'est cette perspective que j'ai peut-être et qui est aussi une force, qui est cette capacité d'aller comparer entre plusieurs pays et d'avoir une perspective plus européenne ou plus mondiale, qui permet aussi de sortir de cette idée que la France est unique et tout ce qu'on fait en France c'est très bien et que c'est le système français le meilleur et qu'il y a le génie français qui s'incarne dans chaque hôpital face à chaque femme, quoi, vous voyez. Donc ce côté, bon, je rigole un peu parce que mon copain est français, donc parfois je titille un peu sur ce côté génie français, mais c'est intéressant d'avoir aussi cette vision un peu décalée de la situation française. C'est pas faux. Alors, vous l'avez mentionné qu'il n'y avait pas de question féministe autour de l'accouchement. Vous avez analysé cette question. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que c'est encore le dernier bastion où les hommes ont le pouvoir sur le corps des femmes? Pourquoi est-ce que ça reste le dernier événement qu'on n'a pas remis en question au final? Oui, mais si on remonte historiquement, pour moi, il y a eu un tournant au XVIIIe siècle qui était la politique nataliste. Donc au moment des philosophes éclairés, donc on est Diderot, Rousseau, vous voyez, ces fameux philosophes très masculins qui se sont donnés pour mission d'éclairer le pouvoir politique et de faire en sorte que les choses soient faites de façon intelligente en termes de gestion du pays. Il y a très vite eu quelque chose qui s'est cristallisé, c'était la question de la natalité, avec l'idée qu'une nation puissante était une nation où il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'hommes pour faire la guerre, pour assurer l'économie du pays. Et donc, très vite, ils ont réfléchi à comment faire en sorte qu'il y ait beaucoup de population. Et ils sont assez vite arrivés à 3 grandes mesures à mettre en place, qui est l'interdiction de la contraception, l'interdiction de l'avortement et la médicalisation de l'accouchement. Et ça a vraiment structuré la pensée pendant 200 ans, qui se sont en plus encore renforcées au début du XXe siècle, parce qu'entre-temps, il y a toutes les guerres il y a eu plusieurs guerres, il y a eu des épidémies, il y a vraiment eu une pression forte sur la population, et donc des contraintes de plus en plus fortes qui se sont appliquées aux femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 mesures, en fait, n'ont jamais fonctionné. La contraception, ok, c'est interdit, mais les couples trouvaient toujours une façon de réguler les enfants. Donc on voit au plus fort du renforcement des lois contre la contraception au tournant 19e, 20e, début du 20e siècle. En fait, le taux de natalité était très bas parce que dans les couples, on pratiquait des méthodes telles que le retrait, etc. Et donc il y a vraiment cette gestion des couples qui ne voulaient pas avoir plus d'enfants et qui trouvaient les moyens de ne pas en avoir plus. Donc ça marchait pas. On a eu l'interdiction de l'avortement qui était aussi très très structurant, avec vraiment une répression très forte, y compris au XXe siècle. On a vraiment renforcé les lois contre l'avortement. Et pareil, ça n'a pas empêché les femmes d'avorter. Je vous apprends pas le fait qu'une loi qui interdit l'avortement n'empêche pas les femmes d'avorter. Elles finissent par avorter dans la clandestinité, y compris au prix de leur vie, mais en tout cas, elles continuent à avorter. Donc ça marche pas. 3e mesure qui était la médicalisation de l'accouchement. Donc là, on s'est mis en tête d'aller former des sages-femmes partout, des médecins. On a commencé à pousser cette recherche dans le domaine de l'obstétrique avec certains médecins très éminents qui ont commencé à écrire des traités d'obstétrique pour essayer d'expliciter comment on pourrait faire pour éviter que les femmes et des bébés meurent. Et in fine, ben, ça n'a pas servi à grand-chose parce que pendant 150 ans, il n'y a pas eu spécialement d'impact sur le taux de mortalité infantile et maternelle des femmes qui accouchaient. Alors, qu'est-ce qui a fait que la mortalité maternelle et infantile s'est effondrée? C'est une découverte majeure en médecine générale, donc pas en obstétrique, c'est vraiment la médecine générale, que sont les antibiotiques.
c'est vraiment ça qui a fait basculer. Bon, déjà, il y a eu l'augmentation du niveau de vie de la population. Les gens vivent mieux aujourd'hui qu'il y a un siècle. Les gens mangent mieux. On n'est plus dans la situation des jeunes femmes du 19e siècle qui travaillaient dans des usines sans fenêtre dès l'âge de 15 ans au milieu des produits chimiques qui font qu'elles faisaient des fausses couches et qu'elles ne se développaient pas correctement. Donc, il y avait cet aspect-là, donc l'augmentation du niveau de vie. Et puis ces fameux antibiotiques qui ont permis de faire quoi? Qui ont permis de faire des césariennes qui ne tuaient plus les femmes. Parce que les césariennes, on a toujours pratiqué, mais la plupart des femmes, quasiment toutes les femmes, mouraient suite à leur césarienne. Pourquoi? À cause des infections consécutives à l'opération. C'était une des principales causes de mortalité. Donc, quand il y avait un problème par rapport à l'accouchement, qu'est-ce qu'on faisait? Voilà, il n'y avait pas vraiment moyen de sauver le bébé. Il était découpé en morceaux, on le retirait comme on pouvait. Maintenant, on a pu, dès les années 50, faire les césariennes qui ont permis de sauver un grand nombre de bébés et de sauver les femmes quand il y avait vraiment de trop grosses difficultés d'accouchement. Et puis cette fameuse antibiotique a aussi permis de lutter contre la fièvre puerpérale, qui était une fièvre, une septicémie, donc une infection généralisée du corps, mais qui se produisait aussi. C'est quelque chose qui était pendant très longtemps été très très mystérieux. La femme qui accouche le lundi, et puis tout va bien, le bébé est là, la femme va bien, et puis le jeudi elle a des fortes fièvres et elle meurt in fine le dimanche de ces fièvres très étranges qui apparaissent subitement sur les femmes qui viennent d'accoucher, donc ce qui est la fièvre puerpérale, et qui était en partie due aux médecins eux-mêmes. Donc c'est les médecins qui passaient d'une chambre à l'autre, qui faisaient des autopsies sur les cadavres sans se laver les mains, puis ils passaient faire des accouchements et ils transmettaient comme ça des germes pathogènes sans du tout avoir conscience de la théorie microbienne, sans se laver les mains, et c'était eux-mêmes qui transmettaient en partie ces maladies-là. Donc voilà, on voit que c'est pas du tout l'obstétrique et tout le matériel médical qui était inventé à partir des années 80 qui a sauvé les femmes. À ce moment-là, le taux de mortalité était déjà très très bas, quasiment au niveau d'aujourd'hui. C'est vraiment ce qui s'est passé au tournant du milieu du XXe siècle, qui est la généralisation des antibiotiques qui ont vraiment marqué le coup. Donc voilà, on voit que ces trois mesures, médicaliser l'accouchement, interdire l'IVG et interdire la contraception, n'a pas du tout eu l'impact escompté, mais c'est ça qui a opprimé les femmes jusqu'à présent. Et ce fait que l'histoire du féminisme a montré que dans les années 50, 60, 70, il y a eu ce mouvement des féministes pour réclamer le droit de ne pas avoir d'enfants, donc le droit à la contraception, le droit à l'avortement, qui sont fondamentaux, des droits fondamentaux, mais elles ne se sont pas attaquées à ce moment-là à cette troisième partie de l'oppression des femmes qui consistait à contrôler leur façon d'accoucher. Et il faut attendre la vague suivante, c'est la vague actuelle des féministes qui s'emparent de ce sujet-là et qui le met à l'ordre du jour comme étant un sujet essentiel sur lequel il faut agir. Ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que c'est très détaillé, très fourni. Vous avez toutes les références des études. Moi qui ai fait de l'histoire, je trouve ça passionnant. Et surtout, vous rappelez les droits fondamentaux qu'ont les femmes et les patientes a fortiori, ou en tout cas toute personne qui porte un bébé dans son ventre. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont nos droits quand on est enceinte ? En fait, c'est les mêmes droits que quand on n'est pas enceinte. On est une personne à part entière. On peut décider ce qu'on veut faire, où on veut aller, ce qu'on veut, comment on veut bouger, ce qu'on veut manger, ce qu'on veut boire. En fait, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Et ce qui me frappe, c'est que déjà au moment de la grossesse, il y a une espèce de pression totale qui se met en place sur les femmes enceintes, avec tout l'entourage qui commence à contrôler ce qu'elles mangent, ce qu'elles font, et tout ce discours de peur qui accompagne ces femmes enceintes, qui est toujours très contradictoire parce que en fait le message principal c'est un peu mais pas trop. Vous pouvez faire du sport mais pas trop. Vous pouvez manger mais pas trop. Vous pouvez boire, attention pas d'alcool évidemment, mais pas trop non plus. Et donc finalement c'est jamais bon puisque c'est un peu mais pas trop. C'est jamais objectif et donc finalement les femmes se retrouvent dans des discours impossibles où il est impossible de respecter toutes les consignes si on voulait les prendre à la lettre. Donc ça, c'est déjà une partie du problème. Et puis quand arrive alors après, il y a tout le suivi en parallèle de la grossesse qui est aussi de nouveau historique. Ça, j'en parle pas tellement dans mon livre, mais ça mériterait vraiment des études supplémentaires,
qui ait toutes ces contraintes liées sur le suivi de la grossesse et qui a été mis en place aussi au début du XXe siècle en France avec comme objectif principal qui était de lutter contre l'avortement. Donc il y avait cette idée de contrôle des grossesses. Dès qu'une femme est enceinte, on lui met le grappin dessus, on l'incite à faire un suivi médical qui a pour but principal d'éviter qu'elle aille avorter. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place le fait de devoir annoncer sa grossesse dans les 4 premiers mois pour avoir accès à la prime de naissance, donc des allocations familiales, et puis ce suivi régulier, on vient voir, est-ce que la grossesse se passe bien, est-ce que voilà, enfin une série de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle souhaite vraiment partager, mais c'est ce contrôle médical qui met le grappin sur les femmes enceintes. Et puis ça explose au moment de l'accouchement où là il y a vraiment enfin une espèce de tunnel où elle n'a à peu près plus rien à dire, on fait tout à sa place et on lui fait croire qu'elle doit absolument se soumettre à toutes les injonctions, à tous les protocoles, à tout ce que les médecins veulent, à tout ça, parce que sinon elle mourrait. Mais en réalité, que dit la loi? D'abord, la loi est très claire sur le fait que même quand on est à l'hôpital, on est une personne libre, on n'est pas une prisonnière, donc on peut rentrer, sortir de l'hôpital comme on veut, quand on veut, sans aucune limite. Et en plus, on a les droits du patient, donc cette fameuse loi Kouchner qui date de 2002, qui est extrêmement claire sur le principe du consentement libre et éclairé, sur le droit à l'information. Donc ça veut dire qu'avant chaque acte médical, toutes les femmes doivent obtenir toute l'information nécessaire pour pouvoir avoir un avis éclairé sur ce on veut leur faire. Donc, ce qu'on attend de tel acte médical, pourquoi on le fait, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les alternatives. Et chaque fois, la femme doit pouvoir, grâce à toutes ces informations, décider si oui ou non elle accepte cet acte médical. Donc, non seulement donc ça c'est le consentement éclairé, puis en plus il est libre, c'est-à-dire sans pression d'aucune sorte. On ne va pas lui dire, si vous refusez de faire cette chose-là, si vous refusez, je sais pas moi, une épisiotomie, votre bébé va mourir. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est une pression inutile. C'est de nouveau manier la peur pour forcer une femme à accepter des choses, mais c'est pas du tout légal. Donc la loi est hyper claire. La femme peut tout refuser, absolument tout. Elle peut refuser de monter sur une balance quand elle est enceinte. Elle peut refuser de faire tel ou tel examen préalable parce que ça, pour un tas de raisons, elle n'a pas envie de le faire. Elle peut refuser de se rendre chez le médecin pour un suivi de grossesse. Elle peut refuser un déclenchement, elle peut refuser une injection d'ocytocine, elle peut boire alors qu'on lui dit qu'elle ne peut pas boire. Enfin voilà, il y a vraiment aucune limite, elle peut tout refuser. Donc parfois ça me frappe aussi quand je vois des femmes qui en fait les femmes sont gentilles, hein, elles demandent est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que j'ai le droit de refuser, on veut me déclencher, est-ce que j'ai le droit de refuser? Je dis oui, tu as le droit de tout. Enfin, il y a aucune limite. Tu es juste une femme libre, une personne libre comme n'importe qui à n'importe quel moment. Là, t'es pas une prisonnière, t'as pas commis de crime avant, on peut pas te contraindre à faire telle ou telle chose. Non, tu as juste le droit de refuser. Et comment ça se passe concrètement? Parce que cette peur ce qu'on agite aux femmes, je l'ai vécu, si vous dépassez le terme, vous avez le droit, dans cette maternité, c'est J+6, dans celle-là, c'est J+4, sinon ils vous déclenchent. Concrètement, on a le droit de leur dire non, Ouais, non. je ne veux pas. Ouais. Et eux, ils ont quel moyen? Ils n'ont aucun moyen de nous contraindre. Parce que j'imagine que, comme vous dites, on est toutes gentilles, on dit OK, et au 6e jour, on se rend à la maternité, toutes gentilles. Mais si on ne se rend pas, on n'encourt aucune poursuite judiciaire. Non. OK. Non, il n'y a pas de poursuite. Alors parfois, ça devient un peu vicieux. C'est après il y a beaucoup de cas de femmes qui veulent sortir plus tôt de la maternité que le délai prévu. Et puis il y a des pressions sur le mode, on va vous garder le bébé, vous pouvez pas sortir avec votre bébé, puis on vous envoie la PMI parce que vous n'êtes pas une femme suffisamment soumise à tout ça. Donc après, il y a des enjeux de pouvoir qui se mettent en place. Mais je me dis, plus c'est médiatisé, plus les femmes savent qu'elles ont le droit de tout refuser, plus les femmes sont armées pour dire non, moi je ne veux pas qu'on me déclenche, je vais pas aller ce jour-là à l'hôpital, je vais le lendemain parce que peu importe, enfin c'est mon droit de décider ce que je veux quand je veux. Oui, il y a un rapport de force qui va tout doucement se mettre en place. Et puis après, il y a toute la qualité du dialogue qu'on peut établir avec les soignants. Par exemple, moi j'ai déjà longtemps raconté comment j'ai vécu une fausse couche. Parce que j'étais suffisamment informée déjà, j'avais la capacité d'aller chercher les études scientifiques qui montraient que ce que je voulais, j'avais raison. Et puis j'étais en plus dans un contexte hospitalier, dans un hôpital de gens
qui étaient intelligents, compétents, qui étaient capables d'entendre ce que je voulais et qui ont finalement accepté, tant bien que mal, de m'accompagner dans ce que moi je voulais. Et ça demandait vraiment aussi une qualité de négociation, une qualité d'avoir des soignants intelligents en face de moi aussi, qui étaient capables de répondre, y compris sur le terrain scientifique. Mais c'est vrai que c'est pas partout comme ça. Il y a beaucoup de soignants qui sont incompétents, bêtes et qui veulent juste imposer les choses par la peur. Voilà, ça dépend un petit peu sur qui on tombe aussi. Mais moi, je dirais que plus les femmes sont informées, plus elles sont puissantes et plus elles sont capables de se faire entendre. Et un changement, hein, moi, quand je parle avec des soignants, il y en a beaucoup qui disent que les femmes ont changé en 10 ans, c'est plus la même femme. Il y a 10 ans encore, les femmes y allaient tranquillement, gentiment et se soumettaient à ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, les femmes revendiquent, elles font des projets de naissance, elles viennent avec des études scientifiques, elles posent des questions, elles veulent aller loin dans les réponses. Et il y a des soignants qui rigolent en disant oui, moi j'ai l'impression de repasser mes examens devant chaque patiente, tellement qu'elles sont là à demander des explications supplémentaires. Donc oui, on voit qu'il y a une évolution des femmes, de la conscience qu'elles ont de leurs droits, de leurs possibilités, de leur corps, et en face des soignants qui sont forcés de s'adapter à cette nouvelle forme de relation. Alors pas tout à fait, parce que dans votre livre, à plusieurs reprises, vous expliquez que le corps médical français méprise les recommandations de l'OMS. C'est très explicite à chaque fois quand vous donnez des exemples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous voulez dire par là et peut-être donner un des exemples que vous donnez dans le livre? Oui, ben alors moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à écrire mon livre, c'est que je me suis intéressée à la littérature scientifique. Et moi, ce que je pensais que le sujet, au départ, c'était des médecins qui sont pas suffisamment empathiques avec les femmes. Hein. Je m'étais dit, bon, les médecins, ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'études scientifiques, qui sont très calés, très cerveau gauche comme ça dans leurs connaissances, mais qui n'ont pas cette capacité d'empathie, d'humanité, de bienveillance, enfin tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que les femmes se sentent bien. Je pensais au départ que c'était ça. Et puis très vite, j'ai commencé à moi-même m'intéresser à l'accouchement en détail, y compris sur le plan scientifique. Donc j'ai commencé à lire la littérature scientifique. Et là, très vite, je me suis rendu compte du décalage entre ce qui était mis dans la science et les pratiques. On voit que, par exemple, beaucoup de médecins pratiquaient des épisiotomies en prétendant que ça permettait d'éviter les déchirures du périnée. Puis quand on voit l'accumulation de la science, mais depuis déjà 40 ans, hein, c'est pas récent, on voit que, étude après étude, on remet en question le fait que, une épisiotomie ne prévient pas les déchirures, voire les aggrave, complique la cicatrisation, enfin bref, tout ça c'était étayé scientifiquement. Du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que les médecins continuent à pratiquer des épisiotomies alors que la science dit tout le contraire et que les recommandations de l'OMS ou de la Haute Autorité de Santé, enfin de toutes ces instances qui font un petit peu le lien entre l'état de la science et les recommandations, était chaque fois clair avec moi, tout à fait sur la même longueur d'onde que moi, mais n'était pas appliqué. Et puis de fil en aiguille, donc c'était ça par rapport, enfin que ce soit par rapport à l'épisiotomie, mais par rapport à tout, hein, par rapport au déclenchement qui augmente le risque de césarienne, par rapport à l'ocytocine, donc qui permet d'augmenter les contractions pendant l'accouchement, mais qui provoque plus d'hémorragie de la délivrance. Enfin voilà, tous ces actes médicaux qui sont faits de façon routinière, en suivant un protocole, en fait tout ça, ça complique l'accouchement, ça produit des cascades d'effets médicaux, et in fine, un accouchement qui commençait très bien, voilà, finit par accumuler des complications, met en danger le bébé, met en danger la mère. Il faut absolument remédicaliser la suite pour sauver le bébé et sauver la mère. Et in fine, les femmes se disent heureusement que j'ai accouché à l'hôpital parce que sinon je serais morte si j'avais accouché chez moi. Mais ce dont elles n'ont pas conscience, c'est qu'en fait tout ça provient du fait qu'elles ont eu des actes médicaux qui ont compliqué les choses à la base et qui a perturbé leur accouchement. Donc sur ça, la vraie question à se poser, c'est pourquoi des femmes en parfaite santé avec une grossesse qui se passerait bien frôlent la mort en accouchant à l'hôpital. C'est comme ça qu'il faudrait poser la question, mais cette question-là n'est pas posée comme ça. C'est au contraire, de nouveau, on renvoie à l'incompétence de la femme. Et donc, en lisant tout ça, en commençant à m'interroger sur qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, je me suis rendu compte que ce qu'il y a, c'est pas le fait que les médecins manquent d'empathie, c'est le fait que ce sont pas des scientifiques. Tout simplement, ils ne savent pas lire la science, ils comprennent rien à la science, ils comprennent rien à la démarche scientifique, et ils ont appris leur pratique du par cœur. Donc comment les médecins apprennent la médecine et apprennent l'obstétrique? D'abord, ils apprennent par cœur plein de choses pour pouvoir répondre à des QCM.
Donc c'est même pas apprendre par cœur pour essayer de comprendre l'essence même de la matière, c'est apprendre par cœur avec comment je vais passer mes examens, comment je vais être haut dans le classement, donc je dois gérer ces réponses à choix multiples. Et voilà, c'est vraiment une façon très, très particulière d'apprendre, d'appréhender la matière. C'est une forme d'apprentissage, donc qui est du par cœur. Et puis par ailleurs, il y a donc la pratique professionnelle qui consiste à apprendre par cœur ce que le maître leur dit de faire au cours de leur internat. Donc ils reproduisent sans poser de questions, surtout pas poser trop de questions, ce que leurs maîtres font, les pratiques déjà en cours dans les hôpitaux. Et donc voilà, c'est juste du par cœur. On apprend l'un et l'autre et surtout on ne se pose pas de questions. Et donc quand on vient avec la science, avec des données scientifiques qui montrent que ces pratiques ne sont pas du tout conformes à ce que dit la science, mais ils comprennent pas, ils tombent des nues, mais non, c'est pas vrai. Cette étude-là, oui, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, c'est pas applicable en France parce que les Françaises auraient un corps différent, je sais pas, des Américaines ou que sais-je. Enfin, mais vraiment des réflexions, et on leur montre, enfin, des études randomisées contrôlées sur 1 million de cas. Enfin, je dis des choses qui sont vraiment très puissantes sur le plan scientifique. Et eux, ah oui, mais non, en France, c'est quand même différent, et ça tient pas compte de la réalité française. Puis en plus, c'est en anglais, donc on comprend pas l'anglais, donc on lit même pas. Enfin, ça va loin dans le côté non scientifique de leur pratique. Et donc, ils se raccrochent à quoi? Puisque c'est pas du tout scientifique, et donc ils se raccrochent à quoi? Ben, à ce qu'ils pensent savoir, qui est leurs 10 ans, leurs 12 ans d'études où ils ont appris par cœur. Et c'est très compliqué pour eux de changer et d'arriver à s'intéresser à ce que dit la science. Donc voilà, alors, à partir du moment où on a compris, bon, ok, c'est pas des scientifiques, on peut pas venir avec des arguments scientifiques, ça c'est clair. D'où ça vient alors? Donc c'est pas une question d'empathie, c'est pas une question de, ok, ils sont pas scientifiques. Donc qu'est-ce qui reste comme explication? D'où vient tout ce processus d'appropriation du corps des femmes? Ben, ça vient de quelque chose de culturel, purement culturel, qui prend ses racines au 18e, 19e siècle, des racines très misogynes et des racines très patriarcales. Et c'est comme ça qu'on voit ces pratiques qui ont été mises en place il y a un siècle ou deux, d'appropriation du corps des femmes, de vision de ces femmes qui accouchent, enfin, voilà, qui n'a jamais été questionnée. Quelque chose qui me frappe beaucoup dans beaucoup de témoignages de femmes, il y a des femmes qui dénoncent des violences verbales, des insultes. Elles ont subi des insultes de sages-femmes, de médecins, qui leur disaient franchement vous êtes chochotte, regardez, enfin vraiment des propos très misogynes, très dépréciatifs. Je me dis mais on en est où dans notre société où on accepte d'insulter une femme qui est en train de mettre au monde son enfant? C'est quoi cette société où on accepte, on se dit que c'est normal d'aller insulter une femme qui met au monde son enfant? D'où ça vient cette idée-là? Qui est très fréquente, hein. J'ai plein de témoignages de femmes comme ça. Et puis là, de nouveau, j'étais voir dans l'histoire, je me dis, mais ça apparaît où ça? Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'histoire, quand est-ce que les femmes sont allées accoucher à l'hôpital? C'est donc nouveau, 18e, 19e siècle. C'était des femmes qui n'avaient pas de toit. C'était des sans-abri de l'époque, hein. C'était des prostituées. C'était des petites bonnes qui étaient mises à la porte après avoir été engrossées par leur patron, par le fils de la famille, et qui se retrouvent à ne pas avoir de toit et qui vont se rendre à l'hôpital pour accoucher et pour mettre au monde des enfants illégitimes. C'était ça en fait, c'était cette espèce d'hospice qui recueillait ces femmes de mauvaise vie, stigmatisées parce qu'elles n'étaient pas mariées, et ces bébés qui étaient des bâtards, qui étaient mis au monde et qui souvent mouraient, hein, parce que le taux de mortalité de ces enfants-là était quand même très très élevé. Et voilà. Et dans ce contexte hyper patriarcal, ben voilà, on pouvait insulter ces femmes dans ces hospices parce qu'elles étaient considérées comme moins que rien. Et cette pratique a perduré, n'a jamais été questionnée. Et de génération en génération, c'est resté. Où on a encore aujourd'hui des sages-femmes qui ont hérité de leurs prédécesseurs et oui, prédécesseurs, on dit aussi pour les femmes. C'est cette idée qu'on peut insulter, qu'on peut parler de façon insultante à des femmes qui viennent juste mettre leur enfant au monde. Je peux confirmer, j'ai eu un anesthésiste pour ma première qui m'a insultée qui me posait la péridurale parce que ça l'emmerdait. Voilà, il était 2h du matin. Et d'ailleurs, quand vous parlez de la formation des médecins, je pense juste à un film qui s'appelle Ma première année, je crois, qui est sorti, un film français, une comédie où on suit 2 jeunes hommes qui tentent de passer le concours de médecine en première année. Et
Et sincèrement, c'est édifiant parce que c'est ce que vous dites. On se rend compte que celui qui a tout pour réussir pour être médecin parce qu'il a la fibre, il est dans l'empathie, il cherche à comprendre, ben lui, il échoue au concours. Et l'autre qui est fils de médecin qui répond bien comme il faut à tous les questionnaires, ben lui, sans souci, il y arrive alors qu'ils sont contre-fous de la médecine. Franchement, ça m'avait vachement interpellée, n'empêche, ce film, par rapport à ce que vous dites, parce que je trouvais que ça s'expliquait de là. Donc, vous venez encore de bien corroborer ce propos. Et du coup, là, quand vous faites ça, évidemment, ça peut sembler virulent envers le corps médical. Ça a été quoi la réaction des gynécologues français à la sortie de votre livre? J'avais déjà mon blog avant, donc j'avais déjà eu des réactions. Mais oui, moi, ce qui m'a frappé, c'était des réactions hyper violentes. Moi, je m'attendais, parce que dans mon blog à la base et puis mon livre aussi, tout ça s'est étayé scientifiquement. Chaque fois, tout ce que j'avançais, je le référençais d'un point de vue scientifique. Et moi, au début, j'ai toujours cru que j'allais voir des médecins débarquer sur le mode, parce que moi, je suis juriste à la base, hein, donc je connais pas, c'est pas du tout mon domaine en particulier. Et moi, j'ai toujours cru que j'allais avoir des médecins me disant ah mais vous avez mal compris cette étude-là, c'est pas vrai, vous l'avez mal lu. D'ailleurs, une étude postérieure qui contredit ces analyses-là. Enfin, voilà, me venir sur le terrain scientifique. Là, j'ai jamais, je dis bien jamais eu le moindre médecin qui est venu sur le terrain scientifique me contredire sur les données scientifiques que j'avançais, donc les données médicales que j'avançais. Personne. Tous les discours, c'était oui, vous voulez la mort des femmes et des bébés. Vous êtes dangereuse, il faut surtout que les femmes, il faut les prévenir de ne pas lire votre blog, enfin, des propos comme ça, bon, ok. Et alors, c'était vraiment cette espèce de réaction virulente, vous n'y connaissez rien, il faut que vous veniez voir ce qui se passe dans les hôpitaux. Je dis, mais si, justement, je sais, c'est parce que je sais ce qui se passe dans les hôpitaux que j'écris ça. C'est l'inverse, quoi. Donc, je connais justement la réalité, et c'est bien cette réalité-là que je dénonce. C'était un premier type de réaction. Et puis alors, il y a oui, des gens comme Israël Nizan, qui est l'ancien président du Collège des gynécologues et obstétriciens de France, qui a décidé de jamais me rencontrer. Il n'a jamais voulu me parler en vrai, même si on s'est déjà croisés, mais il n'a jamais voulu m'adresser la parole parce qu'il considérait que je l'insultais. C'est vrai que j'ai des propos parfois un peu durs par rapport à lui, mais en même temps, il tient lui-même des propos tellement insultants par rapport aux femmes que quelque part, je ne fais que reprendre ses propos en disant mais ces propos sont pas acceptables, et regarder, enfin, parfois même sur le ton de l'humour, pour montrer à quel point c'est en décalage par rapport au respect qu'on devrait montrer aux femmes. Donc voilà, c'est un petit peu ça les réactions que j'avais, en tout cas jusqu'à récemment, de la part du monde médical. Mais je dirais que mais ça, je voudrais un petit peu nuancer. D'abord, par rapport aux sages-femmes, moi, je dirais qu'il y a 2 types de sages-femmes. Il y a eu d'abord les sages-femmes qui, dès le départ, étaient en phase avec ce que j'écrivais, qui d'ailleurs m'ont donné énormément d'informations, me disaient: «Ah ben tiens, j'ai vu telle chose qui s'est passée dans tel hôpital», m'ont vraiment alimenté en connaissance à la fois la pertinence scientifique de leur pratique, parce qu'elles, contrairement aux médecins, connaissaient la science, connaissaient les bonnes pratiques. Et en plus, me donnaient aussi plein de témoignages de femmes, ce qu'elles avaient vu dans les hôpitaux de leur point de vue de sage-femme. Donc c'est souvent plus intéressant. Enfin, je dis pas que c'est si intéressant chez les femmes, mais elles ont vraiment ce regard de choses qu'elles ont pu décoder, qu'une femme qui a accouché n'a pas nécessairement décodé. Et donc c'était très intéressant d'avoir ce regard-là pour m'alimenter dans ma réflexion. À côté de ça, il y avait des sages-femmes hospitalières qui me supportaient absolument pas, qui prenaient personnellement toutes ces critiques-là, qui se rendaient pas compte, enfin qui étaient vraiment blessées dans leur profession par mes critiques. Donc, ce que j'entends, et voilà, moi je veux pas être gentille avec les sages-femmes en particulier. Les médecins, c'était encore pire, parce qu'au départ, il y avait aucun médecin qui était en phase avec ce que je disais. C'était vraiment une opposition franche par rapport aux gynécos. Jusqu'à petit à petit, vers 2016-2017, il a commencé à y avoir des gynécos qui sont venus me trouver quand ils n'avaient plus rien à perdre, du genre qui étaient retraités, ils venaient d'être retraités, et donc ils viennent me trouver en me disant ben oui, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, j'ai jamais osé, j'ai essayé moi-même dans la profession de changer les choses, je me suis pris des raclées et finalement je me suis mise un peu en retrait de tout ça, mais vous avez raison, continuez, vous êtes sur le bon. Donc très bien, ok, d'accord. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu des gynécos qui sont venus me trouver sur le mode
«Ah oui, est-ce que je peux vous rencontrer? Je voudrais vraiment vous parler, mais je voudrais pas que ça se sache». Donc on est allés, boire un café au fond d'un café, un peu, comme des criminels, quoi. Et là commençaient de nouveau à me dire effectivement que j'ai raison, mais qu'eux ne peuvent pas bouger à cause du principe de confraternité, qu'ils risquent d'être mal mis, ils sont pris en porte-à-faux entre eux qui essaient de développer des bonnes pratiques et puis ils voient des confrères, des consoeurs qui font n'importe quoi, ils savent pas comment agir et finalement, enfin, de nouveau m'encourager un peu, à la marge comme ça. Et je dirais que maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de scission, qui a lieu avec, une série de gynécos qui commencent à être revendicateur dans mon sens. Voilà, moi je suis très très intéressée. Enfin voilà, je connais quelques personnes qui individuellement commencent à prendre la parole, veulent développer une autre obstétrique avec d'autres valeurs que celles de cette domination sur le corps des femmes et des gynécologues comme Philippe de Ruel par exemple, qui est un ancien je crois secrétaire général du Collège national des gynécologues français, donc qui était pendant très longtemps à la tête de cette institution, a pris conscience de l'étendue du sexisme dans la profession et voilà, et finalement a claqué la porte il y a quelques mois, au moment de toutes les discussions autour de l'accouchement pendant la période du Covid où voilà, il a défendu une vision beaucoup plus respectueuse des femmes, en mettant en place des protocoles où leurs maris ou la personne qui voulait les accompagner pouvait être là, sans le masque, etc. Et il s'est retrouvé en porte-à-faux avec le Collège national des gynécologues et obstétriciens français jusqu'à ce que finalement il claque la porte sur le mode, voilà, il y a une dissension trop forte entre eux et moi et donc c'est intéressant parce que moi je trouve qu'on est vraiment dans un moment où il y a une nouvelle génération de gynécos, il y a qui s'interrogent et qui sont vraiment, prêts à développer autre chose, quoi. Donc moi je pense que l'avenir est très positif, qu'on aura un peu cette vieille garde qui va tout doucement, prendre sa retraite et sortir de la profession, puis une nouvelle génération beaucoup plus en phase avec les idées actuelles. Ah, tant mieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le syndrome de la blouse blanche? Le syndrome de la blouse blanche, moi enfin, de nouveau dans toutes mes, dans toutes mes recherches pour essayer de comprendre comment on en arrive là, comment les femmes arrivent à se soumettre à ces médecins, il y a moi ce qui m'a tout de suite fait un peu tilt, c'est cette fameuse expérience de Milgram, qui voilà pour l'expliquer en quelques mots, c'était une expérience qui a été menée dans les années 60, si je me souviens bien, par le professeur Milgram aux États-Unis, qui à l'époque essayait de comprendre comment ça se faisait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le génocide, il y a eu tellement de gens qui ont accepté sans broncher les ordres qui leur étaient donnés d'aller assassiner des dizaines de milliers de personnes comme ça. Enfin, il essaie de comprendre ce mécanisme et donc il a mis en place comment dire, un test qui est très connu, hein, donc si vous allez voir, je ne vais peut-être pas nécessairement rentrer dans les détails, mais qui en substance essaie de mesurer la capacité d'exécuter un ordre sur base d'ordres donnés par d'autres personnes. Donc il a analysé ça et en mettant, au départ, il pensait que ce serait une personne sur 1000 qui exécuterait un ordre au point d'aller tuer une personne devant lui sur base simplement d'une autorité qui lui demanderait de le faire. Et puis au cours de son expérience, il s'est rendu compte que je ne sais plus combien, mais genre 60% des personnes allaient commettre un meurtre uniquement parce qu'on lui demandait, qu'il rentrait dans cette logique de soumission à l'autorité. Donc ce qui était quand même très interpellant. Et ce qui moi m'a vraiment interpellée en repensant à cette expérience de Milgram, c'est que lui, il a mis en place une scène où c'est un médecin en blouse blanche qui demande à la personne de donner des chocs électriques à un acteur, mais il ne sait pas que c'est un acteur. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était cette blouse blanche, cette autorité incarnée par la blouse blanche qui peut aller jusqu'à forcer quelqu'un à commettre un meurtre. Et donc, je m'étais dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une clé de compréhension? Pourquoi est-ce que les femmes vont se soumettre comme ça aux médecins uniquement parce que face à eux, il y a cette autorité incarnée par la blouse blanche et cette autorité incarnée par le monde médical qui fait que d'un seul coup, on se sent tellement illégitime à dire non, à suivre sa propre voie, à suivre ce qui nous parle vraiment au fond de soi et qu'il faut tout de suite se considérer en tant que femme comme étant inférieure. Donc pour moi, c'est une piste de réflexion qui est assez pertinente pour expliquer les choses.
mais qui n'explique pas tout. Et moi, je pense qu'il y a derrière ça, c'est pas uniquement les femmes qui se soumettent à la blouse blanche. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a le fait que dans les années 60, donc au moment du passage de l'accouchement à domicile généralisé à l'accouchement à l'hôpital généralisé, donc on est dans les années 60, à ce moment-là, la mortalité maternelle s'est déjà effondrée, puisqu'elle s'effondre juste après la Deuxième Guerre mondiale grâce aux antibiotiques, hein, ça j'en ai parlé. Donc on est 15 ans plus tard, et là, il y a toutes les femmes qui vont accoucher à l'hôpital. Et à ce moment-là, ce discours est accompagné par un autre discours très puissant à destination des femmes qui est: n'écoutez plus vos mères, n'écoutez plus vos grands-mères, n'écoutez plus vos sœurs, n'écoutez plus vos amis, toutes les femmes vont vous dire n'importe quoi, n'écoutez plus qu'une seule personne, le médecin. Seul le médecin sait. Et tout a été formaté dans le discours pour dire aux femmes, surtout coupez-vous de toutes ces palabres entre femmes, tournez-vous vers le médecin et c'est lui qui va vous expliquer doctement comment il faut faire pour donner le biberon, la quantité de lait par jour par enfant, parce qu'évidemment à ce moment-là, les femmes ne donnaient pas le sein. Et puis voilà, si vous avez un problème, tournez-vous vers le médecin. Et c'était vraiment ça qui était matraqué comme discours sur les femmes. En plus, dans une période des années 60 qui était marquée par l'individualisme, qui était marquée par ce rejet de l'oppression familiale, cette contestation de l'ordre établi. Et c'est un discours qui a très vite été intégré par les femmes en se disant, ben voilà, c'est la modernité. Moi, ma mère, je la remballe, j'écoute plus toutes ces bonnes femmes, c'est ma troll, j'en ai rien à, voilà. J'écoute le médecin et c'est lui mon allié. Et donc c'était ça qui était intégré comme la nouvelle norme. Et puis 15 ans, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes-là? Qu'est-ce qu'il y a eu comme transmission? Parce que toute la transmission était coupée. La seule transmission des mères vis-à-vis de leurs fils, c'était les emmener chez le gynécologue. Et il y a plein de récits de femmes qui voilà, se sont trouvées de cette première consultation gynécologique qui était cette seule transmission à destination des femmes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce savoir des femmes qui se transmettaient jusque-là a été cassé, a été délégitimisé, au point où aujourd'hui, les femmes, en tout cas jusqu'à récemment, considéraient qu'elles n'étaient pas du tout légitimes à poser des questions, à se transmettre des informations, à chercher les informations de leur côté, et que seule cette voix du médecin primait surtout. D'ailleurs, moi je l'ai vécu aussi, je le vis encore très très régulièrement, où le principal reproche qu'on me fait, c'est me dire, mais de quel droit vous osez parler de l'accouchement? Vous n'êtes pas médecin. Et moi, j'ai envie de répondre, enfin, je réponds d'ailleurs, oui, je parle d'accouchement parce que je suis une femme et j'ai accouché, et je suis au moins aussi légitime de parler d'accouchement que n'importe quel gynéco qui, lui, n'a pas accouché. Et on voit tout de suite que c'est compliqué d'aller se considérer comme aussi légitime qu'un gynéco, parce que c'est pas ça la culture dominante depuis 50 ans. Et si j'ai un message à donner aux femmes, c'est de leur dire, écoutez, vous êtes tout à fait légitime à affirmer que vous connaissez au moins autant l'accouchement que n'importe qui, surtout si en plus vous avez lu plein de choses, vous êtes intéressé à la question, vous avez écouté des podcasts, vous avez fait plein de choses, vous connaissez probablement bien plus l'accouchement que n'importe quel médecin interne qui est au milieu de ses études et qui est là dans les hôpitaux. Donc je crois que c'est... Et je pense que ce qui a aussi changé la donne et ce qui a permis aussi cette réappropriation de tout ce savoir par les femmes, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est Internet. C'est depuis que les femmes osent parler sur Internet et comment ça s'est changé. Au départ, ce serait intéressant vraiment d'analyser cette évolution parce que dès le début des années 2000, ou fin des années 90, avec l'apparition d'Internet, on a vu des femmes qui ont commencé à se parler anonymement, parce qu'on voulait pas parler de ça à visage découvert. Donc c'était des forums, on prenait un pseudonyme et on s'échangeait des informations, et petit à petit on se rendait compte, tiens, la pilule contraceptive, tiens, toi aussi t'as ces effets secondaires de la pilule contraceptive, tiens, moi aussi. Et petit à petit on a commencé à s'échanger toutes ces informations en tant que femme, de façon très horizontale, cachée, parce qu'on pouvait pas se montrer comme étant sous sa propre identité. Et c'est grâce à ça aussi que toute cette connaissance a émergé et toute cette contestation a pu avoir lieu, par ces échanges entre femmes, et c'est ça qui fait la force aussi du mouvement aujourd'hui de critique des violences obstétricales via les réseaux sociaux. Dans le livre, vous donnez une petite astuce pour comprendre si on est en train de vivre une situation de sexisme ou de violence obstétricale. Donc aux États-Unis, une façon de voir si ce qu'on vit dans un hôpital est légitime et est conforme au respect des droits humains. C'est un exemple qui m'est venu en voyant un procès aux États-Unis où une femme a été emprisonnée alors qu'elle était en fin de grossesse et a été forcée à accoucher en étant attachée à son lit d'hôpital.
Et suite à ça, il y a eu un procès qui a montré que c'était une pratique illégale parce que on pouvait pas enchaîner des femmes enceintes en substance. Et donc là, effectivement, il y a eu des défenseurs des droits humains qui sont montés au créneau pour interdire des pratiques de cet ordre-là dans les prisons, pour défendre le droit des femmes détenues. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au même moment, dans les hôpitaux, on attache aussi des femmes à la table d'accouchement quand elles accouchent. Donc j'ai eu toute une série de témoignages de femmes où cette pratique est encore en vigueur. Mais quand c'est quelque chose qui est pratiqué en prison, on voit tout de suite le caractère hostile aux femmes, le caractère dégradant, le caractère violent de ces pratiques. Et quand elles ont lieu dans les hôpitaux, on le voit moins. Et donc moi, une façon de définir si ce qu'on vit dans l'hôpital, c'est tout à fait conforme aux droits humains, c'est de transposer exactement la même scène dans une prison. Et si dans une prison, quand on est insulté, quand on est attaché, quand on subit des gestes sans consentement, est-ce que c'est acceptable ou pas? Et là, tout de suite, on mesure l'étendue des transgressions et des violences des femmes dans les hôpitaux. Non, c'est un très bon exemple. Pourquoi est-ce que c'est si périlleux en France de parler de la péridurale quand on se revendique féministe? Alors, ça c'est un vaste sujet, ça demande un petit peu de développement. En fait, moi ce qui m'a au départ, voilà, moi comme j'ai dit, moi j'ai accouché sans péridurale, donc c'est une expérience intime que moi j'ai eue. Au départ, je voulais la péridurale comme toutes les femmes parce que ça me semblait tellement évident qu'il fallait rien sentir, etc. Puis de fil en aiguille, j'ai été amenée à questionner mon point de vue sur l'accouchement. Et avant l'accouchement, ma sage-femme m'a demandé: «Est-ce que tu veux la péridurale ou pas?» Je lui ai dit: «Bon écoute, je vais essayer sans, puis on verra». Voilà, c'est un petit peu mon discours, mon point de vue avant d'aller accoucher. Et j'ai accouché sans péridurale, mais c'était génial. Donc vraiment, j'en suis sortie vraiment avec un sentiment de puissance, d'expérience extrême. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de formidable que j'aurais pas eu si j'avais eu la péridurale. Donc ça coupe aussi tout cet aspect sensationnel de l'accouchement. Donc moi j'étais convaincue que c'est d'abord tout à fait possible d'accoucher sans péridurale. Ça fait pas si mal que ça parce que quand on se prépare, voilà, ça fait un peu mal. Enfin rien du tout. C'est pas pire qu'à courir un marathon, c'est pas pire que faire du sport. Hein. C'est vrai, ça fait mal, mais enfin voilà. Et donc du coup, moi je suis très à l'aise pour en tant que féministe dire que c'est possible d'accoucher sans péridurale et donc questionner cette péridurale, cette injonction à la péridurale. Alors quand on commence à réfléchir, moi je dirais la péridurale c'est bien. Et c'est même formidable, c'est une invention super, à condition que ce soit dans l'intérêt des femmes. Donc quand une femme veut accoucher avec la péridurale, bien sûr que c'est normal qu'elle y ait accès. Quand une femme qui au départ n'avait pas spécialement envie de péridurale, mais se retrouve dans une situation où elle est épuisée, où ça va pas, où elle souffre trop, c'est normal qu'elle puisse avoir la péridurale et qu'elle ne soit pas du tout jugée par rapport à ça. C'est tout à fait normal et légitime. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'en fait, cette péridurale en France, elle est utilisée pour d'autres personnes que pour la femme. Et là, ça commence à questionner. D'abord, elle est surtout utilisée pour et par les soignants. Donc, c'est quand une idée reçue sur la péridurale, c'est penser que les femmes se sont battues pour pouvoir accoucher avec une péridurale, que c'est un combat féministe d'avoir accès à cette analgésie. Mais en fait, non. En fait, la péridurale s'est très très vite répandue dès le milieu des années 70, n'a pas du tout été demandée par les féministes, n'a pas du tout été un combat pour les femmes. Non, ce sont les soignants qui tout de suite ont utilisé ces techniques et ont tout de suite trouvé l'intérêt de la péridurale pour pouvoir travailler dans un milieu silencieux, calme. Ils sont plus avec des femmes qui crient et qui sont là dans toute leur puissance. D'un seul coup, c'était des conditions de travail optimales pour eux. Et donc, c'était une façon de permettre d'encourager des bonnes conditions de travail des soignants, qu'importe si les femmes le vivaient bien ou pas. C'était vraiment ça le critère de base. Donc, et après, grâce à cette péridurale, on s'est rendu compte qu'on pouvait totalement optimiser la rotation des femmes dans les maternités. Elles sont couchées, elles sont silencieuses, elles ne bougent pas, on leur met la péridurale et puis on peut accélérer l'accouchement avec de l'ocytocine, on peut venir avec des forceps, des épisiotomies, on peut l'envoyer faire une césarienne en urgence, comme ça il suffit de rajouter un petit peu de produit et c'est bon, ça part. Et donc ça permet vraiment d'accélérer les accouchements, d'optimiser, on accélère une, on ralentit l'autre et on fait en sorte que ça se passe de façon optimale
optimale d'un point de vue gestion du personnel. On permet une situation où il n'y a qu'une seule sage-femme qui gère 3-4 femmes en parallèle, où elle passe comme ça toutes les heures d'une femme à l'autre. On fait le toucher vaginal, on ajuste un petit peu le débit d'ocytocine, on vérifie que tout va bien, et puis c'est bon, on passe à la suivante. Et donc, ça permet de vraiment faire une rentabilité économique des maternités. Donc du coup, cette péridurale qui est vue comme présentée comme étant le truc génial pour les femmes, en fait non, elle a d'abord de nouveau un intérêt pour les soignants dans l'optimalisation économique des hôpitaux. Et donc là, on peut tout à fait se questionner, oui, mais est-ce que c'est si pertinent que ça? Troisième situation de personnes qui n'ont rien à voir avec la femme, ce sont les maris. Là, c'est quelque chose qui est très tabou, mais qui revient comme dans beaucoup de témoignages de sages-femmes un petit peu, sensibles à ce qui se passe au moment de l'accouchement. C'est qu'est-ce qui se passe? Une femme qui accouche sans péridurale, c'est une femme qui vit à paroxysme, qui vit un moment extrême. C'est des sensations extrêmes. Elles peuvent crier, pas spécialement parce qu'elles ont mal, mais surtout parce elles vivent un truc de dingue. C'est comme quand on est sur les montagnes russes, on crie, même si on n'a pas mal, mais on crie parce qu'il y a ce côté totalement dingue de ce qu'on vit. Et donc, on voit ces femmes puissantes qui crient, qui transpirent, qui bougent bizarrement, qui se mettent bizarrement et les maris qui ne reconnaissent plus leur gentille femme qui d'habitude est très douce, très gentille, très sage et très souriante. Et là, ils sont face à quelque chose, une espèce de puissance, voilà, très très difficile à vivre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Elle me dit, écoute, chérie, tu souffres beaucoup, tu prendrais pas la péridurale parce que là, il me semble que t'as mal, hein. Et la femme, non, 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 j'y vais, avec toute ma puissance. Et puis, une demi-heure après, elle dit, chérie, tu souffres vraiment, il faudrait que tu prennes une péridurale, hein. Et puis, comme ça, troisième fois, quatrième fois, la femme dit, allez, ok, ça va, je prends la péridurale. Et là, d'un seul coup, voilà, le mari est soulagé, voit sa femme qui se tait, qui se calme, et finalement, cette péridurale, c'est pas pour calmer la femme, c'est pour calmer le mari. Et donc là aussi, on peut questionner ce rapport de pouvoir entre la femme et son mari, et cette péridurale, elle est pour qui, hein? C'est plus pour le mari que pour la femme. Et donc, quand on voit ça, on se dit, mais est-ce que cette péridurale est tellement bénéfique aux femmes? Et là, on peut commencer à gratter sur la péridurale elle-même. Est-ce que c'est neutre de mettre une péridurale? Puis en fait, on se rend compte que non, la péridurale a aussi des effets secondaires. Elle peut ralentir l'accouchement, donc on met plus d'ocytocine pour renforcer les contractions, donc il y a plus de risque d'hémorragie de la délivrance. Donc, in fine, voilà, peut-être que la femme n'avait pas spécialement besoin de péridurale, mais elle l'a prise parce qu'on l'a incité à ce qu'elle la prenne. Et in fine, elle se retrouve avec une hémorragie de la délivrance qui demande des actes médicaux pour combler ça. Donc, est-ce que c'était vraiment son intérêt? Et donc voilà, c'est comme ça que et puis alors, dernière chose par rapport à la péridurale, c'est le risque que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est aussi un tabou. On dit aux femmes, c'est vendu comme étant, grâce à la péridurale, vous n'aurez pas mal, vous allez bien vivre votre accouchement, ce sera super, etc., etc. Sauf que les statistiques montrent qu'entre 5 et 20% des péridurales ne fonctionnent pas, ou fonctionnent mal, ou ne fonctionnent que sur la moitié du corps. Bref, les femmes qui croyaient que cette péridurale allait leur permettre de bien vivre leur accouchement, se rendent compte qu'en fait non, elles continuent à souffrir, peut-être même à souffrir plus, parce que du coup ça les empêche de bouger comme elles voudraient, elles ne se sont pas préparées à accoucher sans péridurale, elles subissent des actes médicaux malgré la péridurale, et finalement c'est typiquement ce genre de situation, mais qui est encore pire avec la péridurale que sans péridurale. Et donc voilà, du coup, ça me questionne, du coup, cette péridurale, ok, il faudrait la prendre non pas comme la panacée, comme le truc génial pour les femmes, mais comme une technique parmi d'autres qu'on peut interroger et qu'on peut considérer comme étant, oui, est-ce que le pour et le contre, et finalement demander à la femme que ce soit elle qui choisisse en toute connaissance de cause, est-ce qu'elle va prendre la péridurale, oui ou non? Si elle la prend pas, est-ce qu'elle se prépare différemment? Voilà, bref, ça devient un choix, non pas quelque chose qui s'impose à elle, mais un choix parmi plein d'autres. Pour terminer cet épisode de cette discussion passionnante, j'aimerais juste qu'on parle de l'accouchement à la maison. Vous avez comparé des situations, vous en parlez dans le livre, et c'est très intéressant parce que vous nommez l'arrêt Perruche, qui date de novembre 2000 et qui, au final, met des bâtons dans les roues aux sages-femmes en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la définition de cet arrêt et la différence avec la Belgique ? Alors l'arrêt Perruche, c'est un arrêt qui était très connu et qui a beaucoup bouleversé le monde médical. Oui, c'est au début des années 2000, si je me souviens bien, effectivement, ou fin des années 2000, enfin il y a plus de 20 ans maintenant, qui en fait
en résumé, a fait fortement augmenter toutes les primes d'assurance parce que cet arrêt a fait en sorte que de mémoire, c'était suite à une erreur médicale, un enfant est né handicapé et cet enfant, via ses parents, a réclamé des dommages et intérêts par rapport à ce handicap, et ce qui a fait exploser le montant des assurances habituellement octroyées en cas d'erreur médicale. Et ça a complètement bouleversé le paysage des assurances en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, et qui a fortement augmenté le niveau des primes d'assurance de l'ensemble des médecins, et en particulier dans le domaine de la gynécologie obstétrique et donc des sages-femmes. Voilà. Et donc on passe à un niveau d'assurance qui était tout à fait acceptable et accessible pour la plupart des sages-femmes, à un montant d'assurance annuel qui est entre 20 et 25 000 euros par an. Ce qui fait que pour les sages-femmes qui travaillent, qui accompagnent des femmes à domicile, ça correspond grosso modo à leur salaire annuel, et donc ça leur permet pas de, ça leur permet pas de vivre. Et donc après coup, déjà cette assurance est très injuste parce que c'est le même montant qu'un gynécologue obstétricien, donc c'est un même montant que ces sages-femmes qui n'accompagnent que des femmes à bas risque, avec des accouchements, des grossesses parfaites et des accouchements dans de bonnes conditions. Elles payent le même niveau d'assurance que des obstétriciens qui ne gèrent que les situations hyper touchy, à risque, avec des femmes qui cumulent des pathologies. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout le même niveau de risque. D'autant plus que ces sages-femmes à domicile, à la moindre suspicion de début de peut-être une complication, qu'est-ce qu'elles font? Elles transfèrent la femme à l'hôpital, et là, la femme est prise en charge justement par une équipe médicale. Et donc le niveau de risque n'est pas du tout le même, et pourtant, en France, il y a toujours ce problème d'assurance des sages-femmes, où les assureurs ne veulent pas entendre que leur niveau de risque est bien inférieur, et surtout où en France les pouvoirs publics ne veulent pas prendre à bras le corps ce problème en proposant un autre type d'assurance et en jouant un vrai rôle de pouvoir public pour permettre à ces sages-femmes d'être assurées. Et donc, in fine, et pire que ça, les pouvoirs publics donc le ministère de la Santé dans les années 2012-2013, envoyé un courrier à l'ordre des sages-femmes en lui demandant de poursuivre et de radier les sages-femmes qui n'avaient pas d'assurance. Donc ça a vraiment été une politique délibérée du ministère de la Santé de s'attaquer aux sages-femmes qui accompagnent à domicile, avec derrière ça cette idéologie de dire que les femmes, à cause de ça, grâce à ça, n'accoucheront plus à domicile et rentreront bien dans le troupeau, dans l'ordre d'aller accoucher à l'hôpital, comme toutes les femmes, et pas être comme ça ces femmes libres qui vont accoucher n'importe où. Et donc c'est comme ça qu'on en arrive à avoir fortement diminué le nombre de sages-femmes qui acceptaient de continuer leur pratique professionnelle alors qu'elles n'avaient pas d'assurance. Une série qui ont été radiées, ce qui est totalement injuste par rapport... Et donc on se retrouve dans la situation actuelle où d'une part, on a aujourd'hui de plus en plus de femmes conscientes de l'intérêt d'accoucher à domicile. On a même une enquête qui vient de sortir il y a 2 semaines, l'enquête menée par l'IFOP, qui a interrogé 1000 femmes sur où est-ce qu'elles accoucheraient, et on voit que 36% d'entre elles accoucheraient très certainement ou probablement à domicile, ce qui est un chiffre énorme, 36%. Donc on croyait que c'était un tout petit pourcentage de femmes marginales, hyper conscientes, ou des espèces d'hippies qui resteraient, mais pas du tout la majorité. Mais là, on se rend compte que 36% des femmes voudraient ou probablement voudraient accoucher à domicile, ce qui est énorme. Et là, on se retrouve face à une situation encore plus renforcée par la période actuelle de Covid, où on voit une explosion des maltraitances dans les hôpitaux liés au fait qu'elles doivent porter un masque, que leur compagnon n'est peut-être pas là. Et donc finalement, on se retrouve dans cette contradiction avec de plus en plus de femmes, et beaucoup, on n'est pas sur un tout petit pourcentage, c'est des milliers, des dizaines de milliers de femmes qui voudraient accoucher à domicile, et c'est ce cadenas sur les sages-femmes qui peuvent les accompagner, et qui toutes ces femmes ne trouvent pas de sages-femmes pour les accompagner. Et donc le corollaire, qu'est-ce qui se passe? Comme pour l'IVG, c'est exactement le même sujet. Il suffit pas d'interdire l'avortement pour que les femmes n'avortent plus. Il se trouve les femmes qui là où c'est interdit, elles avortent de façon clandestine. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces femmes qui veulent accoucher à domicile? Une partie d'entre elles, elles finissent par accoucher toutes seules chez elles. Donc, on est en France, on est en 2021, dans un des pays qui se targue d'avoir un des meilleurs systèmes de santé du monde, et qui fait que des femmes se retrouvent à accoucher seules à domicile chez elles,
parce qu'elles ne trouvent pas de sage-femme. Et là, il y a quand même un enjeu de politique publique, un enjeu de santé, à ce qu'un jour, le ministre de la Santé se pose la question, est-ce que c'est pertinent que de plus en plus de femmes accouchent seules chez elles uniquement parce que dans son ministère, il n'y a pas le fonctionnaire ou la fonctionnaire qui est capable d'enfin résoudre ce problème de l'assurance des sages-femmes à domicile. C'est toute la question des années 2020 là, qui arrive et qui, j'espère, va être résolue. J'espère qu'on va avancer. Pour conclure, ce que vous dites à la fin, et j'aime bien, c'est un enfant si je veux, quand je veux et comment je veux. Et c'est le comment qui a été un petit peu oublié des féministes jusqu'ici, c'est ça ? Exactement. C'est sur ça que je voulais. Que j'ai commencé. C'est le tout premier billet de mon blog pour essayer de situer mon blog quand j'ai lancé en 2013 en me disant un enfant si je veux, comme je veux, pour faire référence à ces féministes des années 60-70 qui se battaient pour le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Et puis maintenant, la question c'est comme je veux, c'est-à-dire je me réapproprie moi en tant que femme cet événement en choisissant les conditions de mon accouchement, qui sera là, voilà, où j'accoucherai, comment, avec quoi autour de moi, est-ce que je veux de la médicalisation, est-ce que j'en veux pas, est-ce que je veux accoucher de façon naturelle, physiologique, ou est-ce que je veux une césarienne parce que je peux pas imaginer autre chose qu'une césarienne. Enfin bref, c'est les femmes qui décident pour leur propre corps. Merci beaucoup Marie-Hélène, vraiment, merci beaucoup pour votre travail. C'était Marie-Hélène Lahaye, juriste et autrice du livre Accouchement, les femmes méritent mieux. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.